religions du monde, Geneviève Delrue. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. L'expression écologie humaine est apparue il y a une quinzaine d'années dans la sphère catholique avec les papes Jean-Paul II puis Benoît XVI qui dès 2010 prônent cette écologie intégrale qui prend en compte et l'homme et l'environnement. Et puis le concept a été repris dans le sillage de la Manif pour tous, ce grand mouvement de protestation en 2013 contre le mariage et l'adoption par des couples de même sexe. Si le sujet de l'écologie humaine porte un intitulé fédérateur, il est clivant et sensible et aussi très politique. Pour en parler, nous recevons Tugdual Derville, ancien porte-parole de la Manif pour tous et délégué général de l'Alliance Vita, une association pro-vie et également cofondateur du courant pour une écologie humaine. Tugdual Derville, bonjour. Bonjour Geneviève Delrue. Alors, merci d'abord de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, plusieurs raisons pour votre présence ici. Tout d'abord, la proposition de loi très récente sur le délit d'entrave élargie à l'IVG, donc à l'interruption volontaire de grossesse, vous concerne au premier chef, puisque je le rappelais, vous êtes délégué général de l'Alliance Vita, une association contre l'avortement et contre l'euthanasie. Et puis, vous venez de signer un livre, Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine chez Plomb. Alors déjà, une première question d'actualité. Tugdual Derville, donc je le rappelais, vous êtes délégué donc de l'Alliance Vita. C'est une association pro-vie qui a un service d'écoute qui s'appelle SOS Bébé, qui parle à des femmes qui téléphonent. Bien. Alors, il se trouve que la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, elle vise des sites qui finalement conditionnent les femmes à ne pas avorter. Alors, la question que je vous pose, est-ce que lorsqu'on téléphone à SOS Bébé, chez vous, donc, Alliance Vita, est-ce qu'on est conditionné? Est-ce que, effectivement, on reçoit des conseils pour dire, voilà, votre enfant, faites ce que vous voulez, mais gardez-le plutôt? Non, je crois que ces femmes qui appellent, elles ont cette liberté d'appeler, beaucoup de sites, beaucoup de lieux. Pour ce qui concerne celui que nous avons lancé depuis déjà très longtemps, on a accompagné des dizaines de milliers de femmes sans jamais qu'il y ait eu aucun scandale. Et ce qu'on essaie, c'est de les écouter simplement, parce qu'elles ont souvent, au début d'une grossesse, une forme d'ambivalence, des grossesses inattendues. On le sait, il y a souvent des pressions de leur environnement et le fait d'être écouté, de déposer le fardeau. D'ailleurs, on écoute aussi à SOS Bébé des femmes qui ont des problèmes d'infertilité, qui sont soumises à l'annonce du handicap, ou qui vivent des deuils anténataux ou post-nataux difficiles autour de aussi bien la mort subite de nourrissons que des IVG, des IMG. On les écoute et c'est elles qui nous disent ce qu'elles veulent nous dire. C'est elles aussi qui se renseignent sur notre site. On a pratiquement 800 000 connexions annuellement et l'enjeu pour nous, c'est de libérer la parole sur cette IVG qui était une sorte de grand secret de famille. Très souvent, nous le voyons, et j'en parle en tant qu'homme, des hommes font pression sur leurs compagnes parce qu'ils se sentent piégés par un accident de contraception. Vous savez, dans les 2 tiers des cas, les femmes qui ont une IVG étaient sous un mode de contraception réputé fiable parce qu'elles se sont retrouvées enceintes. C'est les chiffres officiels de l'IGAS. Donc comment est-ce qu'on peut protéger des femmes de pression, qu'elles viennent du compagnon, de l'employeur, de nous tous, de la société qui impose des normes d'espacement des naissances, d'âge des naissances. Enfin, nous aidons les femmes à être libres simplement, à être vraiment protégées de ces pressions. Et là où je suis choqué, où on est choqué de voir l'attitude du gouvernement, c'est quand on voit que sur son propre site, les femmes ne sont pas vraiment informées. Il y a même un médecin sur le site officiel que le gouvernement a mis en place et qui affirme dans une petite vidéo que l'IVG ne laisse pas de séquelles psychologiques à long terme. Alors nous ne disons pas que toutes les femmes qui ont vécu l'IVG en souffrent, mais certaines oui. Et c'est extrêmement grave de nier vis-à-vis de quelqu'un une souffrance exprimée. Nous écoutons avec bienveillance ceux qui se confient, nous écoutons, ça a une dynamique de consolation parce que décharger le poids de la peine ou du sentiment de culpabilité ou du regret parfois, de la tension que ça crée dans un couple avec un compagnon qui n'a pas non plus compris que l'avortement n'était pas évident à vivre, tout cela, ça nécessite une vérité. Il faut être en vérité par rapport au sujet et c'est pas le moindre des paradoxes que le gouvernement qui accuse certains sites de désinformer les femmes, lui-même s'autorise à le faire. Et d'ailleurs, nous avons une action en cours, nous avons envoyé une lettre recommandée à la ministre pour lui demander de cesser de diffuser cette vidéo qui est dans le déni du réel. Nous avons fait un sondage avec l'IFOP, 90% des Françaises qui estiment que l'IVG laisse des conséquences psychologiques difficiles à vivre. Les femmes le savent bien, les hommes aussi le savent d'ailleurs. On vient de faire une campagne de prévention auprès des hommes. Et c'est toute cette information qui est nécessaire pour protéger les femmes des pressions. De ce point de vue, je pense qu'il y a quelque chose d'assez, non seulement liberticide, mais
je dirais qu'il manque d'esprit de vérité sur cet acte qui, on le sait, si on n'en parle pas, si on en parle si peu, c'est qu'il fait mal à bien des Françaises et des Français qu'il faudrait qu'ils puissent en parler. Combien d'avortements en France chaque année? Il y a actuellement à peu près 220 000 avortements chaque année en France. L'INED estime que près de 4 Françaises, sur 10 connaît au moins une fois l'IVG dans sa vie féconde. Donc quand j'en parle, je le sais, je marche sur des œufs. Les auditrices, les auditeurs concernés, on a récemment 600 femmes d'Alliance Vita sont récemment allées dans les rues pour adresser aux hommes un document de prévention de l'IVG. Elles ont rencontré des hommes qui se sentaient extrêmement concernés parce que l'un ou l'autre a une compagne, une sœur, une amie, parfois une mère, une fille, etc. concernée par et lui-même. Il y a toujours un homme derrière. D'ailleurs, j'ai observé qu'il y a une sorte de grande agressivité quand des hommes parlent de ce sujet. Je l'ai remarqué, alors que nous pensons que c'est un sujet qui doit réconcilier les hommes et les femmes, qu'ils ont une grosse responsabilité, ces hommes, dans la prévention de l'IVG, dont ils ignorent bien sûr la réalité intrinsèque, intime, parce que ce n'est pas eux qui subissent ce geste qui n'a rien d'anodin. Et parfois les hommes n'ont pas de prise sur l'IVG non plus. Bien sûr, ils n'ont pas non plus. On a été à la fois, beaucoup d'hommes le demandent, et je dois dire que beaucoup de femmes sont sous une pression masculine, et c'est une forme, à nos yeux, de violence faite aux femmes, mais il y a aussi des hommes, bien sûr, qui souffrent parce que l'IVG leur a été imposé par une compagne, c'est sûr. Donc pour vous, c'est un faux procès que celui de la ministre de la famille? Protéger les femmes de tout ce qui est manipulation dans tous les sens, c'est absolument nécessaire. Et donc, il y a peut-être d'autres moyens que de faire une loi qui prétend empêcher des informations dites dissuasives, alors qu'il y a des informations dissuasives de l'IVG, alors qu'il y a des informations qui encourageraient à l'IVG, ne seraient pas pénalisées. Et qu'est-ce que c'est que un employeur qui va faire pression sur une femme qui a une grossesse à ses yeux trop rapprochée? Tous les jours, on a des témoignages dans ce sens. Donc, est-ce qu'on pourrait pas équilibrer au moins la volonté du gouvernement de protéger les femmes? Et en tout cas, pour nous, si ça peut faire sortir ce secret de famille, si on peut davantage en parler, avec des pincettes, parce que je le redis, on marche sur des œufs, c'est très très sensible. Les deuils déjà précoces sont très douloureux à vivre. Ce type de deuil est parfois vécu très douloureusement par des femmes qui se culpabilisent, et si elles peuvent en parler et sortir de cette culpabilité, eh bien c'est un service qu'on peut leur rendre, tant mieux. Comment expliquez-vous que la question de l'avortement ait été remise sur le tapis lors des primaires de la droite, notamment, oui. On se souvient donc entre Juppé et François Fillon. Comment expliquez-vous ça? Je l'ai vu de manière tristement politicienne, uniquement comme c'est pas l'avortement en tant que ce qu'il est, c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait. Ça a été comme des flèches, pardonnez-moi, idéologiques que se sont envoyées. Des combats, quoi. Voilà, mais parce que ce n'est pas la réalité. L'avortement, je suis désolé de le dire, c'est une réalité intime, charnelle, c'est du sang, c'est des larmes, c'est un destin, celui d'une femme et celui de son enfant qui ne naîtra pas, une vie aussi, il faut le dire, et c'est la raison pour laquelle c'est un secret de famille si douloureux. Ils n'ont pas parlé de cela, sauf peut-être, Alain Juppé a dit que c'était un drame, et François Fillon a dit qu'il y était personnellement opposé. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce sujet, on l'aborde en face. Et à la limite, peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, est-ce qu'on peut protéger les femmes qui souhaiteraient l'éviter, les femmes nombreuses qui avortent à contre-cœur, sous la pression, sous les conditionnements qu'elles subissent? Est-ce que toutes ces femmes-là pourraient éviter l'IVG? Et déjà, on aurait fait un grand pas d'humanisation de notre société si on pouvait libérer cette parole et les aider. Alderville. On revient à notre sujet, l'écologie humaine. Vous avez signé chez Plomb récemment Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. Alors déjà, on va revenir sur votre passé. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Alors je sais que jeune, enfin vous êtes encore jeune, mais quand vous aviez une vingtaine d'années, vous vous êtes occupé d'handicapés, vous avez même créé une association à bras ouverts. C'est vrai que, si vous permettez les gros mots, ce qui a été pour moi mon école d'anthropologie, ce qui m'a fait m'émerveiller devant la nature humaine, étonnamment, c'est de vivre avec des enfants dits polyhandicapés, avec des handicaps associés. J'ai été à l'âge de 20 ans émerveillé par l'humanité d'un petit garçon qui ne parlait qu'avec les yeux. Et j'ai voulu continuer ces expériences. Je suis allé dans un centre de loisirs, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, et puis ensuite ça m'a conduit à fonder une association pour offrir des loisirs, des week-ends, des vacances à ces enfants qui après ont grandi et sont devenus des jeunes adultes, et puis aussi aider leurs parents à pouvoir avoir
à souffler parce que les parents sont soumis parfois à très rudes épreuves. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'au fond, il y avait comme des ghettos où des enfants étaient enfermés par nécessité du fait de leur santé, mais comme coupés du reste du monde, et que moi aussi j'ai été privé de ces personnes plus vulnérables et qui disent beaucoup de nous-mêmes. Donc voilà, ça a été mon expérience. J'ai vécu à la fois à bras ouverts un certain émerveillement, ce que j'évoquais, devant l'humanité très profonde des personnes qui sont pourtant marquées par des handicaps douloureux et difficiles à porter pour eux et pour leur famille. Et puis j'ai aussi remarqué comme il était difficile pour moi de les accueillir vraiment. Et je reconnais qu'on a une forme d'ambivalence, mais par rapport à toute personne différente, étrangère, qui nous fait peur et à la fois qui peut nous attirer. Et je me suis dit qu'un des grands enjeux de notre société, et ça c'est venu ensuite dans mes différents engagements, c'était de respecter vraiment tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme dans toutes ses dimensions, j'en vois 4 essentiellement, physique, psychique, intellectuelle et spirituelle, sans l'amputer d'aucune dimension. C'est l'humanité telle qu'elle est dans son jaillissement. Et vous parliez d'écologie humaine comme une sorte le plus beau fruit, on peut dire, de cette biodiversité pour moi. Les êtres humains, qui à la fois doivent respecter bien sûr leur environnement, mais qui se respectent eux-mêmes, ont besoin de se respecter les uns les autres, et tous les hommes. Tout l'homme et tous les hommes, sans en exclure aucun. Ça, c'est un peu ma boussole. Et je ne dis pas que j'en suis digne de cette boussole, parce que comme tout le monde, j'ai des pulsions de rejet, de doute, et à bras ouverts, c'est une des choses qui m'a le plus formé, c'est quand j'ai découvert que je pouvais dépasser un sentiment peut-être de rejet pour tel et tel ami qui est devenu adolescent, était peut-être moins attrayant, et j'ai remarqué qu'en prenant soin de la personne, en posant un regard bienveillant, en posant des gestes de bienveillance pour notamment un jeune homme qu'il fallait à la fois changer, habiller, etc., j'ai, je dirais, une sorte de tendresse, un respect est venu par ces gestes. Et donc je pense qu'aussi, et c'est un des éléments de l'écologie humaine pour moi, que le respect de nos corps, le respect de notre entité corporelle est absolument majeur. Et aujourd'hui, c'est un grand défi parce que certains rêvent de faire de l'homme un robot, une machine super performante, sans voir que nos cœurs vulnérables, c'est ça qui définit l'humanité. Si vous permettez, je pense aussi à ce mot d'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'humanité? Eh bien, on dit ça de quelqu'un qui prend soin d'un plus faible, qui peut-être ne va pas s'acharner sur celui qui est plus fragile, qui va pas consacrer la voix d'un plus fort. Faire preuve d'humanité, c'est aussi pardonner. On voit que ce mot humanité est porteur de ce que moi j'appelle l'anthropologie du don. Hein, l'homme est fait pour se donner. Alors justement, quand on dit faire preuve d'humanité, là je pense à l'autre sujet, effectivement tout à fait polémique, celui de l'euthanasie. Est-ce que aider quelqu'un à abréger sa vie quand la personne souffre énormément, ça n'est pas faire preuve d'humanité, Tugdual Derville? Je pense que c'est justement un sujet discriminant. D'abord, il faut bien entendre toutes ces souffrances et savoir s'impliquer, savoir prendre soin des personnes pour alimenter, je dirais, c'est cette angoisse que nous pouvons avoir face à la solitude et l'isolement. Il faut noter que 4 millions de Français n'ont pas 3 conversations suivies par an. Oui, non, là je parle de souffrance, oui, oui, souffrance de famille, mais physique. Je veux dire, il y a dans cette menace, à mes yeux, cette tentation de l'euthanasie, derrière, sous-jacent, cette solitude, cet isolement et des personnes qui sont pas bien prises en compte. Et moi, je réponds quand même à votre question, mais je pense que le passage à l'acte, le franchissement de cette ligne rouge n'est pas la bonne réponse à une vraie question. Cette vraie question, c'est comment témoigner de la plénitude d'une personne jusqu'au terme de sa vie? Comment prendre soin d'une personne, accompagner ce que font les soins palliatifs, ces souffrances, ces douleurs physiques, mais aussi toutes les souffrances morales, sociales, spirituelles, si je prends les soins palliatifs dans leur globalité. Et quand on prend en compte ces souffrances, en se bornant, en disant justement l'humanité, parce que nous ne sommes pas des animaux, eh bien elle est de respecter cette vie jusqu'à son terme, mais en l'accompagnant, ça ne veut pas dire abandonner, respecter, alors nous bornons nos relations. À partir du moment, on l'a vu dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, à partir du moment où on franchit cette ligne rouge, où on dit pour tel ou tel cas, finalement, sa vie vaut pas la peine d'être vécue, finalement, c'est plus vraiment un être humain digne de vivre, alors on s'aperçoit que c'est une pente glissante. Et on passe très vite de cette euthanasie qu'on avance comme étant une solution humaine à des fins de vie difficiles, au devoir de mourir. Je me rappelle cette personne âgée belge qui disait à son médecin, au dernier moment, « Docteur, est-ce que j'ai le droit de vivre encore ?» Parce que sa famille l'avait convaincu d'être euthanasié. Vous savez, c'est souvent les proches, les soignants qui demandent ça, beaucoup plus que la personne elle-même. Donc je pense que l'humanisation de notre regard sur l'homme,
vulnérable et souffrant, et c'est ce que dit mon ami Philippe Pozzo di Borgo, à l'origine de Intouchable, et qui dit, si vous m'aviez proposé l'euthanasie, il dit, j'aurais dit oui, mais heureusement que vous ne m'avez pas proposé, vous avez pris soin de moi. Il faut parfois résister à la désespérance, et c'est ça, je pense, faire preuve d'humanité pour les plus fragiles. Alors, Tugdual Derville, je reviens sur l'origine de votre engagement pour une écologie humaine. Il y a manifestement le déclic de la Manif pour tous. Alors donc, en 2013, vous êtes porte-parole de la Manif pour tous, donc ce grand mouvement de rue de protestation contre la loi Taubira sur le mariage gay et puis contre l'adoption par des couples de même sexe. Bon, on pourrait en parler longuement de cette manifestation, sur ses motifs, sur ses ressorts, sur la façon aussi dont elle a pu être vécue, dont elle a pu être reçue. C'est compliqué ce sujet quand même. Manifestement quand même, ce moment-là pour vous est un déclic pour vous engager pour une écologie humaine. C'est votre courant en tous les cas. C'est vrai, je reconnais avec vous que ce mouvement a pu être perçu par certains comme très agressif. C'était pas du tout, je pense, en tout cas mon intention, ni d'ailleurs la réalité, car elle était extrêmement paisible. Il a pu blesser bon nombre d'homosexuels. Oui. Bien sûr, et nous avions, et je le redis souvent, et ils sont parfois été passés sous silence, des porte-paroles concernés par l'homosexualité, et certains de mes amis qui ont dit, ce n'est pas parce que je suis concerné personnellement par l'homosexualité que j'affirme qu'un enfant n'a pas le droit d'être reconnu comme étant enfant d'un père et d'une mère. Donc là où l'enjeu de l'écologie humaine m'est apparu très prégnant, c'est qu'à partir du moment où on promet à des personnes qu'ils pourront se marier et adopter des enfants sans cette filiation homme-femme, ces enfants n'existant pas, puisqu'il n'y a pas d'enfants pratiquement adoptables en France, il n'y a pratiquement plus d'enfants adoptables à l'étranger non plus, les pays se sont fermés beaucoup, il faut bien les fabriquer, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que dans les pays qui, contrairement à la France, ont laissé cet utilitarisme se déployer, l'enfant est traité comme un objet, comme un produit, qu'on achète, qu'on commande, sur contrat, qu'on vérifie, qu'on trie avec, c'est l'expression aussi du pape François à ce propos, des déchets d'hommes. Voilà ce qui se passe lorsqu'on promet. Les personnes qui ont revendiqué le mariage entre personnes de même sexe n'en ont pas conscience. Je ne les accuse pas en disant ça. Mais dire que derrière cela, il y a la question de l'adoption. Derrière ça, il y a la perspective de traiter l'enfant comme un objet de contrat. On le voit avec ces mères porteuses en Thaïlande ou aux États-Unis qui se sont vues arracher leurs propres enfants par contrat parce qu'elles avaient refusé pour l'une, je pense à l'américaine, une réduction embryonnaire et on lui a enlevé ses enfants. Et donc l'éclatement de la maternité, la chosification de l'être humain, tout cela me paraît contraire, mais à ce que la France, pays des droits de l'homme, a dans son, pardonnez-moi aussi le gros mot, dans son âme. Nous résistons encore et toujours à cette... Vous parlez d'une spécificité française dans ce domaine. Oui, nous résistons à l'utilitarisme anglo-saxon. Moi, je pense à Marie-Jo Bonnet, qui est fondatrice des Gouines Rouges et du MLAC, et qui dit, à propos de la femme, qu'elle ne saurait être un objet, une machine à procréer. Une usine, oui. Et elle dit elle-même, de manière, je pense, très belle et juste d'ailleurs, que toute femme, c'est elle qui parle, est maternelle. Ne serait-ce que sur le plan, dit-elle, spirituel. Il y a quelque chose, et c'est là qu'on touche à l'écologie humaine, dans notre nature humaine, que certains, que j'appelle les déconstructeurs, récusent. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a aussi beaucoup de souffrance autour de nos identités sexuelles, j'entends, mais il y a des hommes et des femmes. Tout être humain est né du corps d'une femme. Et ça, est-ce que c'est une valeur d'humanité à préserver, ou est-ce qu'il faut aller vers ce que certains annoncent, l'ectogénèse, la matrice artificielle, ou l'utérus artificiel, voilà, oui, ou la maternité extracorporelle, on a dit les 4 mots. Est-ce qu'il faut aller vers cela, ou est-ce qu'un des droits de l'homme à préserver désormais, parce que c'est plus évident comme avant, c'est cette gestation corporelle, le fait d'avoir séjourné dans le corps d'une femme où il s'est passé des choses extrêmement complexes et riches qui ont un gros impact sur le reste de notre existence. Et de ce fait, en tant qu'homme, je dis, je ne suis qu'une partie de l'humanité. Et c'est une des choses, hommes et femmes, et je paraphrase Lionel Jospin, l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Voilà une valeur, un mur porteur de notre anthropologie à préserver face à ceux qui plaident pour une neutralisation de la société, un effacement des genres, je les cite abondamment dans le temps de l'homme, et certains vont très loin dans la récusation de cette identité d'homme et de femmes. Juste une question, Tugdual Derville, avant de fermer ce chapitre, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, effectivement, la maternité est menacée, qu'un jour, il y aura peut-être plus de femmes qui porteront des enfants, ça sera des machines. Est-ce que ça peut être un terme? En tout cas, certains, et j'ai débattu avec certains publiquement, affirment que, je les cite, la grossesse ne sera plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Et là, je le récuse. Parce que je pense qu'effectivement, il y a ce
non seulement cette beauté, mais ce mystère, cette fécondité de la maternité qui est à préserver et qui dit quelque chose aussi de notre différence sexuée qui n'a pas fini d'être creusée. C'est un rêve prométhéen pour certains. Pourtant. Oui, je pense à un rêve de toute puissance. C'est aussi l'idée que l'effacement de ce qui fait sont les 3 limites de l'être humain, c'est-à-dire un corps sexué, le temps compté et la mort inéluctable. Certains pensent que cet effacement de ces repères va nous libérer, qui sont aliénants, alors que je pense, avec la philosophe Simone Veil, que ce sont nos racines qu'il faut savoir préserver pour aller de l'avant. Religion du monde. Geneviève Delrue. Alors, concluons, Tugdual Derville, sur cette révolution, semble-t-il, à vous lire, qui est en train de se dérouler, une révolution anthropologique. Alors, est-ce que ça n'est pas accordé trop d'importance à ce mouvement qui fut la Manif pour tous, mais un mouvement, malgré tout, qui reste limité à une partie de la population française, et je dirais même des catholiques français? Moi, je pense que je parle plus d'un mouvement social qui est plus global et l'écologie humaine, pour moi, est au-delà de ça et dépasse cela. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que nous allons, et là, je cite pratiquement Jacques Attali dans une tribune très intéressante qu'il a produite, est-ce que nous allons être capables de définir et de protéger le sanctuaire de notre humanité? C'est pas une question religieuse, c'est une question simplement humaine. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que nous allons être capables de résister à la fuite en avant biotechnologique qui fait que certains imaginent créer un homme augmenté, un nouvel homme qui nous-mêmes, vous, moi, tous, nous ravalerait au rang d'un homo sapiens basique, pratiquement digne d'être traité comme un déchet. Je pense que la question est désormais extrêmement forte. Si ce mouvement social a eu un avantage pour moi, c'est qu'il est venu nous percuter pour nous poser cette question. Quels sont les repères anthropologiques? Qu'est-ce que sont les repères que nous avons envie de léguer aux générations futures? De même qu'il faut léguer une planète habitable, un air respirable, une eau potable, et que c'est pas gagné, et que c'est un travail de l'écologie environnementale, et que nous y contribuons tous par les conseils qu'on nous donne et par les changements de vie. De même, c'est le moment de s'interroger sur l'humanité qu'on va laisser aux générations futures. Car ce grand lobby transhumaniste, ultra financé par des immenses sociétés américaines dont on bénéficie des produits, d'ailleurs chacun, vous et moi, eh bien ce lobby imagine qu'il faut sortir de l'humanité. C'est un grand fantasme prométhéen, vous avez dit le mot tout à l'heure, parce que ils imaginent que ces limites qui conditionnent notre existence, la mort, dont Hannah Arendt disait que c'est le cachet de l'humanité, le corps sexué, le temps qui nous est donné, échapper à ces limites, pense-t-il, va nous libérer, alors que je pense que c'est une énorme menace d'aliénation. La robotisation de l'homme, qui nous menace déjà quand nous surfons sur des moteurs de recherche qui finissent par nous décider à notre place ce que nous aimons, ce que nous voulons, cette robotisation nous menace déjà si nous n'avons pas un travail de libération par rapport à cette technologie, pour vérifier que son usage est positif quand elle nous libère, elle est négative quand elle nous aliène. Et ça, vous voyez, c'est au-delà de ce mouvement social auquel j'ai participé. Tous les auditeurs savent bien que face à l'explosion des biotechnologies, on a des choix de libération à faire. Et puis il y a aussi ce que vous appelez l'idéologie des déconstructeurs, et cela depuis très clairement mai 68. C'est vrai qu'il y a des très brillants intellectuels, je dis pas que mai 68 a été en totalité négatif, mais qui ont assumé, et j'en ai rencontré certains, qu'il fallait liquéfier la société. Et je ça pense veut dire que, quoi, ça, eh bien, c'est-à-dire supprimer le couple, abandonner cette valeur de la fidélité sexuelle dont je pense qu'elle est extrêmement structurante et souhaitée très profondément par la plupart d'entre nous, supprimer l'altérité sexuelle comme fécondant aussi notre société, supprimer toutes les structures. La famille. Et on aboutit finalement à ce monde individualo-collectiviste. On ne serait que des électrons autonomes, alors qu'en fait on est profondément enraciné et interdépendant. Et c'est justement cette question, on revient à la vulnérabilité que mes amis d'À bras ouverts m'ont appris, c'est que nous sommes pas seulement les personnes avec un handicap, nous sommes tous extrêmement fragiles et interdépendants. Et c'est ça, c'est ces réseaux organiques de solidarité, de relations et pour oser un gros mot, d'amour, de responsabilité dans l'amour, c'est cela qui structure une société. Sinon, qu'est-ce qu'on va devenir en fin de vie si par hasard, effectivement, on s'abandonne les uns les autres à l'idée d'une autonomie absolue de l'individu? Et c'est le risque d'une société qui se déshumanise, où la loi du plus fort écrase le faible. Et là, l'écologie humaine, c'est l'inverse. C'est une société du don de soi, parce que l'homme se trouve en se donnant. Est-ce que vous reliez le succès de François Fillon au primaire avec justement cette réaction, j'allais dire, anthropologique? J'aurais du mal à le dire. François Fillon n'est pas un perdreau de l'année. Voilà, il est certain qu'il y a eu une sorte d'émulsion
pulsion un peu anticatholique, mais je pense que ça... Est-ce que c'est la victoire des cathos, justement? Non, je pense que c'est plutôt une défaite d'une forme d'anticatholicisme un peu primaire, qui est un peu dépassée. Parce que nous avons un pays, j'aime beaucoup parler de la France, qui a des racines particulières. Ces racines, dans ces temps difficiles, avec les 2 vagues d'attentats, les Français sont en quête de ces repères. Ils se disent d'où je viens. On ne vient pas de rien. Et quelle est mon identité? Voilà. Et cette identité creusée dans l'histoire, mais aussi une France creusée de rencontres, et voilà, qui est multiforme. Mais enfin, en tout cas, si ces murs porteurs de l'anthropologie, je les ai évoqués, peuvent être biologiques, ils sont aussi liés à nos enracinements géographiques. Et c'est très important. Vous savez, apatride ou orphelin, c'est des mots, MAUX. On a besoin d'être enraciné. Et peut-être que, effectivement, dans tout un mouvement de société, il y a ce souci de l'enracinement qui apparaît. Est-ce que justement, islam et christianisme et judaïsme aussi peuvent se rassembler sur ces thèmes-là, porteurs, sur ces murs porteurs? Je pense que des personnes non croyantes aussi peuvent s'y retrouver. J'ai participé à un colloque avec le pape François il y a pas tellement longtemps sur justement cette altérité homme-femme, et on voyait que les représentants de toutes les familles spirituelles, y compris venus d'Asie et d'ailleurs, étaient intéressés par creuser cette identité sexuée. Je me souviens d'un Africain qui disait, pour prôner la monogamie, tout homme est un roi dans cette famille monogame, toute femme est une reine, tout enfant est un prince ou une princesse, et tout domicile est comme un palais. Il y a une sanctuarisation de cette famille qui est la source de tout pouvoir politique, de toute autorité légitime, et on le voit bien, cette parité originelle, là encore, et protège notamment les femmes contre cette polygamie qui, paraît, à ses yeux, était extrêmement liberticide. Alors on sortira Tugdual d'Herville sur cette image peut-être un peu idéalisée, mais une belle image quand même. Je rappelle le titre de votre livre, Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine, et c'est publié chez Plomb. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.